bienvenue à l'émission radiophonique Les Révolutionnaires planétaires avec votre animateur Alexandre Timon. Ainsi, les canalisations, eux autres, quand ils se rendaient jusqu'à la ville, ben ça l'alimentait, comme j'expliquais tantôt, les fontaines, les égouts à ciel ouvert, les maisons, les hôpitaux. Il y avait même, à cette époque-là, des brasseries. Il y avait des bains publics. Il y avait aussi des lieux de divertissement public, comme le Colisée de Rome, où est-ce qu'encore là, ça prenait de l'eau. Donc, ainsi de suite, les Romains utilisaient l'eau de toutes sortes de façons pour leur ville. Il y avait des tuyaux de plomb ou en argile ou en bois. Sauf que là, après un certain temps, ils se sont aperçus que le plomb, ça créait la maladie du saturnisme, qui était une intoxication graduelle au plomb. Donc, avec le temps, ils ont essayé d'enlever ça tranquillement, pas vite, mais ils ont retrouvé dans des sites archéologiques des tuyaux encore de bois que les Romains avaient installés pour des camps, pour alimenter les camps en eau, parce que les camps aussi, lorsque les légions se déplaçaient, il y avait besoin de sources d'eau pour abreuver les soldats, puis également leur permettre de se laver, parce que c'est important d'être propre au combat. C'est important d'avoir de l'eau aussi pour l'hôpital de fortune de chaque camp d'armée, sinon on ne peut pas soigner les blessures, etc. Les Romains, leur priorité, c'était toujours la construction de fortifications quand ils se déplaçaient, mais également les façons d'apporter l'eau le plus rapidement possible. Les tuyaux qui rentraient dans la terre, souvent la façon de les orienter et de les déplacer dans le sol, c'était de les installer dans du gravier autour. Un peu comme on va le faire aujourd'hui là, pour les drains français. Puis avec ça, ils pouvaient faire bouger le tuyau un petit peu de gauche à droite, de haut en bas, pour s'assurer que l'eau s'écoulait bien à travers. Puis ça, c'était pour alimenter aussi dans les villes les sanitaires publics, comme pour l'armée, les latrines, les toilettes. Puis parce que les Romains, eux autres, il y avait des toilettes publiques, parce qu'ils pouvaient aller se laver, mais ils pouvaient aller aussi déféquer là-bas. Ce qui faisait que ça gardait une certaine propreté dans la ville, empêchant les épidémies de se développer, comme on a vu par la suite en Europe avec le typhus. On a vu ça aussi avec la peste noire, qui était transférée essentiellement par les vermines qui se promenaient, qui mangeaient les déchets ou qui se promenaient dans les égouts à ciel ouvert. Sûrement que les Romains avaient eu l'expérience de voir des gens contaminés par les déchets publics. Finalement, ils ont décidé de donner la priorité à l'évacuation des eaux usées et puis à l'apport d'eau constant pour permettre finalement de satisfaire les besoins de toute la population, autant les pauvres que les riches. Le summum de ça, c'était des bains carrés publics, ce qu'on peut plus communément appeler aujourd'hui des piscines publiques. Où est-ce que là, il reste encore un magnifique site en Grande-Bretagne qui s'appelle Aqua Sulis. Où est-ce que là, ce sont des sources d'eau qui sont chauffées, puis sont apportées directement à cette piscine-là. C'est de l'eau de source, et puis, mais à cette époque-là également, ils étaient capables de faire chauffer de l'eau pour des bains publics si ça leur tentait, avec des fournaises qui étaient cachées dans la terre, qui permettait de chauffer avec des citernes, puis d'envoyer ça par la suite vers le bain. Mais ça, c'était plus pour les maisons privées, où est-ce que les riches, eux autres, souvent, ils voulaient avoir un bain chaud, et non pas comme dans les westerns, où est-ce qu'ils mettaient de l'eau chaude dans une baignoire. Les Romains, eux autres, c'est sûr, il y avait des employés qui pouvaient aller chauffer à l'intérieur du sous-sol l'eau qui permettait aux habitants plus fortunés d'aller se laver de façon confortable. Puis, mais c'est ça. Sinon,
Ce que ça permettait, c'est d'avoir également des planchers chauffés. Si on compare avec les barbares, qu'on va voir par la suite, que les Romains ont affronté, les barbares germaniques, ben eux autres, ils vivaient directement sur la terre. Puis il n'y avait pas de plancher chauffant, comme chez les Romains. C'est pour ça que les Romains, eux autres, faisaient un plancher là, au sol, qui était dur, qu'ils ne vivaient pas à même le sable, à même la glaise. Puis ce plancher-là également pouvait être chauffé avec le même système que j'expliquais là, pour les bains. Là. Mais c'est ça, avec quelques variantes. Mais c'est pas le plancher qu'on connaît aujourd'hui chauffant avec des éléments. Sauf qu'à partir du sol, il était capable de chauffer tout le plancher, puis aussi par le biais de la pièce. L'air dans l'atmosphère de la pièce qui se retrouvait chauffé par radiation du plancher. À cette époque-là, les maisons chauffées étaient très rares. Il y avait des systèmes comme ça pour apporter l'eau aux maisons dans la ville de Carthage, qui était essentiellement l'ennemi juré des Romains. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont pris leur cité, car c'était leur compétitionneur direct dans la mer Méditerranée. Au niveau de l'énergie solaire, une autre façon de chauffer les maisons à l'intérieur, c'était avec des vitrages, un peu comme à notre époque. Les Romains étaient capables de fabriquer des vitres. Puis ça, quand ils installaient des vitrines dans leur maison face au sud du bâtiment, ben quand le soleil chauffait toute la journée, ben les rayons rentraient à l'intérieur, chauffaient la pièce. Puis après ça, ben en soirée, ben l'air restait chaud à l'intérieur de la maison. Ça, aujourd'hui, on va appeler ça les chauffages passifs. On a retrouvé ainsi plusieurs vitres dans les vestiges des Romains, où est-ce que les vitrines étaient encore restées intactes des millénaires plus tard. C'est là qu'on a déduit que les Romains utilisaient les fenêtres autant pour l'apparat que pour le chauffage interne des maisons. Une autre utilisation du soleil, c'était avec les fameuses armes solaires, comme l'avait fait par la suite aussi Archimède pour protéger sa ville de Syracuse. Où est-ce que là, le truc, c'était de polir au maximum un bouclier, puis des miroirs, puis de rediriger le soleil vers les voiles des bateaux ou vers d'autres systèmes pour chauffer de l'eau. Ça, on n'a pas trouvé tant de vestiges, mais en fait, c'est présupposé par les historiens que les Romains étaient capables de faire chauffer des objets ou de mettre le feu à distance. Puis il y a des historiens qui ont refait l'expérience, qui ont essayé avec le soleil des différents boucliers, mettons une dizaine de boucliers, à concentrer le soleil vers un objet précis, puis par exemple un bateau, puis les voiles ont pris en feu. Donc, à distance, les Romains étaient capables de concentrer des rayons pour que la chaleur augmente, puis finalement créer les effets désirés, que ce soit pour faire bouillir de l'eau ou que ce soit pour mettre le feu à des bateaux ennemis. Au niveau des armes standards, celle que les Romains préféraient, c'était la catapulte, qui pouvait faire de 6 à 9 mètres de haut, qui fonctionnait encore avec le principe des roues, des cordages, où est-ce que là, une personne marchait dans une roue, puis ça permettait de crinquer le mécanisme pour faire descendre la catapulte. Puis là, une fois que tout ça s'était bien crinqué, les autres, les Romains, ils mettaient soit des gros blocs de pierre, ils pouvaient mettre des carcasses d'animaux qui étaient toutes en putréfaction, qui étaient pour contaminer les villes dans lesquelles on envoyait les animaux. Ils pouvaient envoyer aussi des roches, des boulets en feu, qui mettaient le feu aux cités, dont ils prenaient le siège. Et puis ça, ces catapultes-là pouvaient être montées sur place et non pas transportées sur les champs de combat. L'armée romaine était capable de construire très rapidement des catapultes avec des arbres qu'ils trouvaient à proximité. Puis pour les cordages, ils prenaient soit de la corde de chanvre ou des cheveux de femme ou du crin de cheval. Puis avec ça, en faisant des espèces de tresses, ils torsadaient ça ensemble. Ça, il y avait une certaine flexibilité comme un élastique. Fait que ça pouvait être tendu, ça pouvait être tourné. Puis plus que c'était tourné, plus que ça accumulait de la force. Puis là, quand on lâchait le boulet au bout, à l'extrémité de la catapulte, là, ça pouvait partir jusqu'à des centaines de mètres là, en avant.
Bienvenue à l'émission radiophonique Les Révolutionnaires Planétaires avec votre animateur Alexandre Timon.